Donc, merci beaucoup, Elisabeth, pour cette présentation et puis pour avoir très bien posé l'idée de cette présentation aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent autour de l'écologie, des crises écologiques, des solutions. Il ne faudrait plus dire crise, mais aux catastrophes écologiques et notamment l'idée que, ça moi j'en suis assez persuadé d'ailleurs, que une transition écologique à l'échelle de la société ne pourra pas se faire sans renforcer énormément les aspects de coopération qui ont été délaissés depuis deux siècles, voire légèrement plus, au profit de logiques compétitives. Donc ça, moi j'en suis relativement persuadé. Mais souvent, on vient nous argumenter que la raison pour laquelle ça c'est vrai, c'est parce que dans la nature, les coopérations sont les plus prégnantes dans les systèmes les plus malmenés, soit qu'il y ait des perturbations inhérentes à ces systèmes, enfin de fréquentes perturbations inhérentes à ces systèmes, soit que ces systèmes soient soumis aux ravages environnementaux des activités humaines. Et bon, voilà, comme l'a dit Elisabeth, moi j'aime bien, j'aime pas les idées trop simples, j'aime bien qu'on observe la nature pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on aimerait bien qu'elle dise. Et donc cette présentation est née de cette volonté-là, et puis particulièrement de la lecture d'un livre qui est à la fois très bien et très frustrant, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, dont je vous redirai un petit mot à la fin et qui, je trouve, n'allait pas suffisamment loin. Donc, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plus une réflexion sur ces places respectives de la coopération et de la compétition dans la nature, et puis de voir ce qu'elles peuvent nous dire, nous enseigner justement par rapport à l'adaptation au changement climatique. Donc, je propose de partir de définitions et de définitions qui viennent du dictionnaire et non pas de l'écologie sur ces thèmes de coopération et compétition. Si on regarde le Larousse en ligne, il nous dit coopération, prendre part, collaborer à une œuvre commune. Si on commence à décomposer un petit peu, on a collaboré et commune, ça, ce sont des actions à bénéfice réciproque. Le pendant écologique de ces actions à bénéfice réciproque, c'est ce qu'on appelle les mutualismes. On va détailler dans un tout petit instant. Et puis, il faut faire la même chose avec la compétition. Le Robert en ligne, cette fois-ci, pour changer un peu, nous dit lutte, rivalité simultanée de plusieurs personnes ou groupes de personnes dans la poursuite d'un même but. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est lutte, rivalité et même but. Parce que ça nous dit que c'est une histoire de conflit vis-à-vis de l'acquisition de quelque chose. Et que c'est des histoires de gains et de pertes. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Ça, si on se transpose ça dans le monde de l'écologie, ça fait penser à un autre type d'interaction qu'on appelle la compétition. Donc, compétition-coopération, dans le propos écologique, ça va se traduire par mutualisme au sens large versus compétition au sens large. Compétition et mutualisme, c'est deux grands types d'interactions écologiques, donc entre un et plusieurs, un, deux, enfin pas un, entre deux ou plus partenaires d'interaction. Il y en a d'autres dans ce spectre. Il y a ce qu'on appelle les commensalismes, c'est-à-dire une interaction qui est bénéfique pour l'un, neutre pour l'autre, hein. C'est le rémora qui s'accroche au ventre des requins, n'enlève rien aux requins, mais qui profite des restes de repas. Donc il n'est pas parasite, hein, mais il profite de l'autre, donc il ne lui apporte rien, c'est donc zéro plus. Le parasitisme, qui est bien connu, j'ai pris l'exemple de la tique ici, ou bien encore la prédation. Et en fait, l'écologie range ces différents types d'interactions en fonction des conséquences qu'elles vont avoir pour l'un et l'autre des parties, l'une et l'autre des parties interagissant. Et donc, c'est ce qu'on appelle le plus pour le mutualisme, hein, bénéfice réciproque, plus zéro. Alors, zéro, zéro, je sais pas bien si ça existe vraiment, parce que s'il y a une interaction, généralement, il se passe quelque chose. Et puis, parasitisme, prédation, on voit bien qu'il y en a un à qui ça apporte et l'autre à qui ça dessert, hein, au prix de sa vie dans le cas de la prédation. Et puis, la compétition qui est, elle, à coût réciproque, si l'on peut dire. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que les deux auxquels on s'intéresse, c'est les deux qui sont peut-être qui paraîtraient les plus opposés sur ce spectre de interaction plus, interaction moins. On va voir que c'est pas si simple. Alors, dans une première partie, je vais faire 5 parties, mais elles seront toutes courtes, l'idée étant de capitaliser les unes sur les autres.
Donc cette première partie, on va regarder peut-être juste la diversité. Je trouve que c'est toujours bien dans la nature de commencer par regarder la diversité existante avant d'essayer d'en tirer des conclusions. Alors, pour les symbioses, pardon, pour les mutualismes, commençons par les mutualismes. On entend souvent parler de symbiose, voir le livre de Marc-André pour des informations plus précises. Qu'est-ce que c'est qu'une symbiose? C'est une interaction de type mutualiste, donc à bénéfice réciproque, entre des partenaires d'interaction qui sont intimement liés et il s'agit d'un mutualisme obligatoire. Exemple, les coraux, ici le corail rouge de Méditerranée. Le corail, c'est quoi? C'est des petites méduses qui ont une vie fixée, qui fabriquent ces gangs de carbonate de calcium. Et à l'intérieur même des cellules animales de cette méduse, on rencontre des petites algues, des zooxanthelles, qui sont absorbées, qui sont internalisées à l'intérieur du cnidaire et qui vont y réaliser la photosynthèse, puisque ce sont des algues, bien entendu, en échange du gîte et de la protection que peuvent conférer ces cnidaires. Alors des types de symbiose, on en connaît d'autres évidemment. Il y a les lichens, bien entendu, il y a les mycorhizes, et puis il y a, on en reparlera, les symbioses microbiennes, bactériennes, entre par exemple les légumineuses, les fabacées, et puis ces rhizobiums qui fixent l'azote et qu'on retrouve dans les nodosités de leurs racines. Donc un grand type qui sont les symbioses. Puis il y a des mutualismes au sens strict, qui sont cette fois-ci non plus des interactions obligatoires, mais des interactions qui changent dans le temps et dans l'espace, hein. L'abeille qui pollinise n'est pas toujours sur la fleur, hein. Ce sont des interactions qui sont parfois très ponctuelles dans le temps, mais l'abeille, en transportant le pollen, participe à la reproduction de la plante, et la plante, en sécrétant du nectar, et puis l'abeille se nourrit également aussi de pollen, hein, participe à la nutrition de l'abeille, donc on voit bien le bénéfice réciproque. Là, les exemples sont absolument légion. On pourrait parler des domaties, hein, vous savez, ces structures vides dans les végétaux qui hébergent ici des fourmis sur un acacia, mais aussi ou d'autres insectes qui permettent de protéger les plantes d'un certain nombre d'herbivores, hein. Vous avez ici en bas à droite l'exemple de deux acacias dans la savane africaine, un dont les domaties sont peuplées de fourmis, vous voyez que la plante va très bien, et un dont les domaties ont été bouchées artificiellement pour empêcher les fourmis de les coloniser, et vous voyez que cet arbuste-là a été largement défolié par des herbivores. De l'importance de ces mutualismes, puis il en existe une grande variété. L'intérêt aujourd'hui, le but aujourd'hui n'est absolument pas de voir toute cette variété, c'est plutôt de discuter de ses conséquences. Pour la compétition, maintenant, la première chose à laquelle on pense généralement, c'est la compétition pour les ressources. Et là, on peut prendre un autre exemple végétal, celui de la compétition racinaire pour l'eau et les sels minéraux. On sait que les racines des arbres, des plantes, si elles peuvent l'éviter, ne s'enchevêtrent pas. Et là où elles s'enchevêtrent, il y a compétition pour ces matières premières à la photosynthèse. Et puis, cette compétition, elle est tellement forte que on observe des fois ce qu'on appelle des ségrégations de niches, des évitements. C'est bien connu en agroécologie. Quand vous venez planter, en agroforesterie, excusez-moi, quand vous venez planter un arbre au milieu d'une prairie ou au milieu de culture, eh bien, on s'est rendu compte que son système racinaire se développait plus profondément dans des horizons que les plantes herbacées ne colonisent pas ou colonisent peu, ce qui permet à l'arbre d'éviter la compétition au moment de son installation avec ces plantes herbacées. Et voilà, cette jolie ségrégation, c'est ce qu'on appelle une ségrégation de niche. Ça a plein de conséquences en agroécologie, en agroforesterie. Donc ça vous donne un peu une idée de la mesure de l'importance de ce phénomène de compétition. Il y en a bien sûr plein d'autres, hein, la compétition pour la lumière qui explique cette verticalité des forêts et l'évolution de cette structure qu'on appelle le tronc. Compétition aussi en termes de vitesse, hein, c'est celui qui mange le plus ou le plus rapidement, des fois qui l'emporte. Voir ce qui se passe dans ces proliférations de petites chenilles qu'on appelle des hyponomeutes qui tendent à défolier certains arbustes comme ici le fusain, ou encore d'autres types de compétition dont un des extrêmes est le kleptoparasitisme de certains oiseaux envers d'autres.
Il y a aussi des compétitions pour l'espace. Ça, c'est très connu chez les espèces territoriales, normalement, qu'il s'agisse de combats de ces grands mammifères, des mâles de ces grands mammifères au printemps, ou les attaques parfois d'une rare violence qui ont lieu chez les oiseaux, voire même chez les papillons, hein. Il y a des duels de papillons territoriaux jusqu'à la mort, comme ce Tircis, la forestier, où il n'est pas question de lâcher la compétition, c'est celui qui meurt en premier qui perd. C'est d'autant plus, cette compétition pour l'espace est d'autant plus marquée que ces ressources d'espace sont rares. C'est le cas par exemple des oiseaux cavernicoles, hein. Un des problèmes principaux que pose la perruche à collier, c'est qu'elle occupe les sites favorables à d'autres oiseaux comme les mésanges, comme les pics, comme les citelles. C'est une compétition pour l'espace. Et puis ça, on le connaît très bien dans le monde végétal avec le phénomène d'allélopathie, hein, où un certain nombre de plantes émettent des composés antigerminatifs qui permettent de stopper la colonisation par les graines des autres espèces et qui ont un couvert suffisamment couvrant et opaque pour éliminer d'un point de vue course à la lumière les autres espèces. On connaît le cas de l'ortie, on connaît le cas de la piloselle, enfin voilà, il y en a pléthore. Mais il faut admettre que même entre ces interactions qui ont l'air singulièrement opposées, les limites sont extrêmement floues. Ceux qui font de l'ornithologie, qui vont dans le Jura en hiver ou dans les Alpes, se seront certainement déjà confrontés à ces immenses dortoirs de pinsons du Nord qui fréquemment rassemblent plusieurs millions, hein, je dis bien millions d'individus. Le record, me semble-t-il, a été de 75 millions d'oiseaux observés quelque part dans les années 80. Eh bien, il y a à la fois de la compétition et de la coopération au sein de ces bandes immenses d'oiseaux. Compétition pour la nourriture, parce que imaginez qu'il faut quand même nourrir des millions d'oiseaux, donc en termes de nombre de graines, je crois qu'on entre vite dans des questions de compétition. En revanche, avec autant de paires d'yeux, on détecte facilement les prédateurs. Et puis, il y a sans doute aussi une histoire thermique, hein, plus on est d'homéothermes, endothermes dans ces conditions hivernales, probablement moins on a de déperdition d'énergie à l'échelle du groupe. Donc ici, on a un exemple où compétition et coopération vont dépendre énormément des conditions autour et du nombre des individus. Donc pour résumer cette petite partie, compétition et mutualisme sont très répandus dans la nature. Il en existe de nombreuses formes, hein. Je ne me suis pas arrêté sur toutes les formes qui existent. J'ai pris les principales, les plus répandues, les plus connues. Et ces limites, comme celles de tous les types d'interactions biologiques, restent floues, la nature n'entrant pas dans les cases étroites, mais néanmoins utiles, de l'imagination humaine. Alors, les rôles maintenant, dans le fonctionnement des écosystèmes de ces deux types d'interactions, mutualisme et compétition. Petit aparté de vocabulaire, car je ne sais pas si tout le monde ici est bien familier de ce concept qui n'est pas toujours simple à capter, de celui de la niche écologique. C'est une définition qui a été donnée il y a longtemps maintenant par un monsieur qui s'appelait Hutchinson. On définit la niche écologique, c'est quelque chose de très très abstrait, hein, comme un espace à n dimensions. Déjà, c'est un peu mal parti. Un espace à n dimensions qui est engendré par quoi? Par les limites imposées par les facteurs limitants de la répartition de l'espèce. Un exemple tout simple, la tolérance à la chaleur. On sait très bien qu'il y a beaucoup de plantes gélives, donc qui ne supportent pas les températures inférieures à 0 degré, mais il y a aussi une limite supérieure à ce qu'une plante ou même un être humain, on l'a tous ressenti récemment, peut supporter en termes de température maximum. Il existe donc sur un axe de température une limite inférieure et une limite supérieure qui définissent la zone de tolérance de l'espèce. Eh bien, ces limites inférieures et supérieures, c'est ce qu'on appelle les facteurs limitants. Et s'ils ne sont pas remplis, eh bien, l'espèce n'existe pas dans cette zone-là. Et donc, pour le dire autrement, hein, la niche écologique, c'est ce qui reste quand on a considéré tous les facteurs limitants de là où peut exister l'espèce. Une très jolie illustration de ça, ce sont les écogrammes qu'on trouve dans la flore forestière. Là, la niche, elle est résumée le long de deux axes, un axe d'humidité du sol, un axe de pH. Et on voit la zone où l'espèce peut exister, dans quelles conditions elle peut exister. J'ai pris ici l'exemple de la phalangère rameuse, hein, Anthericum ramosum. C'est un exemple en deux dimensions, une représentation très simplifiée de la niche écologique. Et ces interactions, justement, compétition et mutualisme, elles sont très importantes car elles structurent, elles définissent certaines des limites de la niche écologique des espèces. Alors, petit clin d'œil à celles et ceux qui ont été avec nous pour la mini-session algues de l'an dernier et qui seront avec nous pour la mini-session algues de cette année.
Il y a une zonation qui est très connue en écologie, c'est celle des algues brunes sur l'estran rocheux. Donc si on part d'un estran atlantique battu, hein, par les marées, en haut d'estran, dans la zone qui est quasiment jamais immergée, on va trouver une algue qui s'appelle la Pelvétie, Pelvetia canediculata. Si on descend un petit peu, on rencontre ensuite le Fucus spirale, Fucus spiralis, puis le Fucus vesiculosus, puis avec ses marches dentées, le Fucus serratus, et quand on est en bas d'estran, on a d'autres algues brunes plus grandes, qu'on appelle le haricot de mer, par exemple, Immentalia elongata, et je ne parle pas des laminaires et autres apparentés. Donc on a généralement voilà, cette très jolie zonation sur l'estran. Et puis il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux conditions d'existence. Comment expliquer une telle zonation, une si jolie zonation en ceinture parallèle aux différents niveaux des étages littoraux? Eh bien, considérons le Fucus spiralis et essayons des expériences de transplantation. On dégage une zone en bas de l'estran, c'est-à-dire une zone qui est quasiment toujours sous l'eau, hein, qui n'est exondée que pendant quelques, allez, mettons 1 heure sur le cycle de marée, et puis on y implante le Fucus spirale. Et puis on fait la même chose dans une zone où il y a normalement la pelvétie, on vire les algues normalement présentes pour faire la place, et on implante le Fucus spirale. Et on voit si dans l'un et l'autre des environnements il se maintient. Dans la zone à Pelvétie, en haut d'estran, le fucus spiralé dépérit assez rapidement. En revanche, il se maintient très bien dans la zone à fucus denté. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que là où le fucus est éliminé alors qu'il n'y a pas de compétition, c'est probablement que les facteurs abiotiques de sa niche, temps d'immersion, température, ne permettent pas son implantation. Ça, c'est des facteurs limitants abiotiques, qui ne dépendent pas des interactions. Donc on pourrait avoir la niche supérieure du fucus spiralé représentée par cette ligne jaune. En revanche, en bas d'estran, on se rend compte que in natura, le fucus spiralé n'existe pas. En revanche, quand on élimine les compétiteurs potentiels, il peut s'implanter. Ça veut dire que à cet endroit-là, le milieu est favorable. Donc on est encore dans ce qu'on pourrait appeler une limite abiotique de la niche. Là, cette fois-ci, la limite serait en dessous. En revanche, cette fois-ci, c'est la compétition qui vient limiter l'implantation du fucus spiralé. Donc ça veut dire que la limite réelle de la niche, ce serait ce petit trait pointillé jaune, et on retrouve du coup bien la ceinture à fucus spiralis présentée plus tôt. Ici, on a un exemple où la compétition va restreindre, limiter la niche. Donc, si on prend les termes de vocabulaire, il y a ce qu'on appelle la niche potentielle, c'est-à-dire là où le fucus peut être, c'est partout entre les deux traits jaunes pleins. Et puis il y a la niche réalisée, c'est-à-dire là où il se trouve effectivement quand il n'est pas limité par les processus biologiques. Donc voilà la raison, une des raisons, un des phénomènes qui explique cette jolie structuration en ceinture sur l'estran rocheux. Mais il y a en parallèle de ça, donc si la compétition semble restreindre la niche des organismes, ce n'est pas du tout le cas du mutualisme. Si on regarde le corail, on revient à ce corail. Où vit le corail? Il vit dans des eaux limpides, mais qui dit des eaux limpides, ça veut dire que dedans, il y a rien. Au final, il n'y a pas de matière organique. La seule chose qu'il y a à cet endroit-là, pour des méduses filtreuses, c'est les algues qu'ils ont. Les algues qui vont pouvoir faire la photosynthèse. Il y a plein de lumière. Ça veut dire que le polype, la méduse qui forme le corail, dans ces eaux-là, toute seule sans symbiose, elle n'existe pas. Et probablement que l'algue toute seule dans ces zones-là n'existe pas non plus. Ici, c'est la symbiose des deux qui permet au corail d'exister dans un environnement où les partenaires indépendants n'existeraient pas. Donc autant les compétitions limitent les niches écologiques, autant les symbioses, elles, euh, élargissent la niche écologique. Conséquence de ça. Alors je ne peux pas en présenter pour chaque, j'ai préféré prendre la compétition parce qu'on dit toujours la compétition. Enfin, on a peut-être activement l'intuition que la compétition, c'est quelque chose de pas bien. Parce que nous, quand on est en compétition, c'est quelque chose qui nous stresse. Mais d'un point de vue écologique et même éco-évolutif, c'est quelque chose de passionnant. Je prends ici l'exemple de la guilde des rapaces nocturnes. Une guilde, c'est un groupe écologique. Enfin, c'est des organismes pas forcément apparentés, mais qui remplissent dans un écosystème à peu près la même fonction. Ici, ça va être des prédateurs volants nocturnes. Il se trouve qu'ils sont apparentés. En Europe, on pourrait se dire, allez, en France métropolitaine, on pourrait se dire vaguement 8 espèces, de gauche à droite le moyen-duc, le petit-duc, la hulotte, la chevêche, l'effraie, la tegmalme, le grand-duc et le hibou des marais.
Ce qui est super intéressant, c'est que ces rapaces, ils vivent pas aux mêmes endroits. Par exemple, la chevêche d'Athéna et l'effraie des clochers, elles aiment bien les milieux un peu anthropisés. Elles aiment bien les villages, quoi. Bon, peut-être pas le cœur des villes, mais la présence de l'homme. Alors que le petit-duc ou la chouette-hulotte, c'est plutôt des espèces forestières. Là où toutes ces espèces sont en plaine, la chevêchette, ah, excusez-moi, oui, c'était peut-être une chevêchette, la sixième. Et le grand-duc, eux, c'est plutôt forêt de montagne. Donc on voit qu'il y a une certaine répartition écologique des différentes espèces, mais que dans un milieu donné, on peut trouver deux espèces de ces rapaces nocturnes. Autre donnée, il faut regarder un peu leur taille. Parce qu'entre une chevêche et une chevêchette et un grand-duc, il y a un ordre de magnitude au moins. Et il y a une autre chose en écologie, c'est que la taille détermine aussi la taille des proies chez les prédateurs. Alors vous allez me dire, il y a des exceptions, requin-baleine, tout ça, mais généralement, il y a une sorte de relation. C'est pas une relation linéaire, hein, c'est une relation en fonction puissance, mais entre la taille d'un prédateur et la taille d'une proie. Pour le dire autrement, les lions ne chassent pas des souris et les chats ne chassent pas des antilopes. Donc c'est pas du tout quelque chose d'étonnant, mais si on vient s'intéresser au poids de ce rapace nocturne, qui est un proxy de la taille des proies, eh bien on se rend compte que ceux qui vivent dans le même milieu, je prends l'exemple du petit duc et de la chouette hulotte, là en bleu et en rose, ben, vous voyez, ils n'ont pas du tout la même taille, et du coup ils ne mangent pas les mêmes gammes de proies. De la même façon, les deux qui sont dans le même milieu, là, dans les forêts de montagne, entre la chevêchette qui mange des rongeurs, des gros insectes, et le grand-duc, pardon, qui peut vous soulever des lièvres, des hérissons, voire des jeunes cervidés, c'est pas du tout le même gabarit de proie. Donc la chose super intéressante ici, c'est qu'on a une sorte de double ségrégation de niches. Ceux qui vivent ensemble ne mangent pas la même chose, ceux qui mangent la même chose ne vivent pas ensemble. Et ça, c'est trop délimité pour être lié au hasard, c'est vraisemblablement à nouveau une ségrégation de niche, c'est-à-dire un effet d'un évitement de la compétition. On peut imaginer la chose suivante en termes de processus, c'est qu'à la base, on a une population de rapaces, une espèce, hein, avec une variation morphologique des petits, des moyens, des grands, et puis ben, qui sont plus ou moins en compétition les uns avec les autres pour la ressource. J'ai essayé de représenter ça sur le deuxième axe là, de taille des proies. Là où les 13 chevauchent, où j'ai mis cette espèce de pointillé rose, c'est les zones de compétition. Donc on voit que les plus petits et les plus grands, probablement, ils bénéficient d'un évitement partiel de la compétition. Et s'il se trouve que cette taille est quelque chose d'héritable, on sait qu'elle l'est, eh bien probablement que ceux qui évitent partiellement la compétition se reproduiront sur le long terme mieux que ceux qui sont en plein dans la compétition, arrivant à une distribution quelque peu multimodale de la taille dans la population, avec des zones largement dégagées de compétition et des zones plus resserrées en termes de compétition. Et si le processus est poussé à son terme, moyennant des conditions d'isolement reproducteur ou autres, on peut se retrouver comme ça avec une différenciation en taille de trois populations qui pourront devenir des espèces et ainsi de suite, avec des gammes de taille où la population, où la compétition, pardon, se trouve restreinte. Ce serait un mécanisme évolutif qui expliquerait la jolie double ségrégation de niche de cette guilde des rapaces nocturnes. Et ce qui est très frappant, un argument qui va dans le sens d'un tel mécanisme à l'œuvre, c'est que une telle ségrégation au sein de la guilde, on la retrouve non seulement en Europe, mais en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie et en Amérique du Nord, avec des espèces qui sont plus apparentées par exemple, vous avez un équivalent du hibou grand-duc en termes de taille et d'apparentement proche sur tous les continents. C'est-à-dire que les rapaces d'un même continent ne sont pas davantage apparentés entre eux. En revanche, ceux des différentes formes écologiques, si on pourrait dire ici, sont davantage apparentés entre eux. Donc ça, je trouve que c'est une super histoire et qui montre bien l'importance en fait de ces interactions dans le processus évolutif. Pas de panique sur cette diapositive peut-être un petit peu chargée. On part d'où? On part toujours de la variabilité. La variabilité, c'est le moteur de l'évolution, c'est le carburant de la vie sur Terre. Vous avez des tas de tailles et ces différents individus, qui portent donc tous une génétique particulière, sont en interaction entre eux, se nourrissent, ils vivent, et
potentiellement ils survivent, moi j'aime pas trop ce terme-là, ils se reproduisent éventuellement, ils produisent des descendants qui n'ont pas tous la même viabilité. Et donc ces processus de survie, de reproduction, de viabilité, au filtre de l'environnement et du hasard, amènent à transformer les populations au cours du temps. C'est le phénomène de sélection, enfin c'est les phénomènes évolutifs, hein, de sélection, de dérive, de migration et ainsi de suite, qui sont l'évolution même des populations. Et donc nos interactions, compétition et coopération, en réalité, elles sont à l'intérieur de ces trois concepts de survie, de reproduction et de viabilité. Elles transforment ce qu'on appelle la valeur sélective, c'est-à-dire la capacité des individus à transmettre leurs gènes dans le temps et dans l'espace. Donc on est ici, je vais un tout petit peu vite ici, je suis désolé, mais encore une fois, c'est pour donner un aperçu général des choses. Coopération et compétition, ce sont des espèces de modulateurs de la dynamique éco-évolutive des populations. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc, pour résumer cette partie, compétition est un facteur qui restreint la niche écologique, le mutualisme un facteur qui repousse les limites de la niche écologique. Donc là, on est en plein dans l'écologie. Mais l'écologie, elle a sur le long terme des conséquences évolutives, donc les deux interactions sont des facteurs de diversification du vivant. Et vous noterez que je les ai mis sur le même niveau pour bien insister sur le fait que l'un et l'autre y participent, dans ce qui me semble être une égale mesure. Sauf que l'environnement change et les interactions vont changer avec lui. Si on veut s'en persuader, je pense qu'il n'est pas du tout la même chose de passer la nuit tout seul dans un supermarché bien achalandé que d'être bloqué 8 heures dans un Clermont-Paris avec juste une lunchbox pour tout le train. On se doute bien que dans un des deux cas, ça va moins bien se passer que dans l'autre. Cet exemple un petit peu drôle attire bien l'attention sur deux choses. C'est que compétition et coopération vont dépendre du nombre de parties en interaction, si on est trois versus si on est un train entier, et de l'abondance des ressources, si on est dans un magasin complètement achalandé ou si on est dans un train vide. Et donc il va en être de même pour les interactions écologiques. J'ai pris là un seul exemple, on aurait pu les multiplier, mais pour des raisons de temps, je vous présente celui-là que je trouve assez joliment caricatural, c'est celui des symbioses rhizobium-légumineuses. Donc chez cette sous-famille de Fabacées, un certain nombre de plantes, la majorité, sont en symbiose avec des petites bactéries du genre rhizobium qui sont installées dans ces nodosités que vous pouvez observer en déterrant le système racinaire de la plante. Voilà un joli zoom. Et ces bactéries et cette plante vont réaliser des échanges. La plante, elle fait ce qu'elle sait faire, la photosynthèse. Elle transforme le CO2 atmosphérique en carbone organique, des sucres et autres. Tandis que la bactérie, elle, est une fixatrice d'azote. Elle est capable de transformer le N2 atmosphérique, généralement inerte, en de l'azote organique. Et on fait des échanges de molécules organiques entre carbone organique et azote organique. Là où ça se complique, c'est quand vous cultivez des légumineuses, des févroles, des pois, des lentilles, des haricots, et que vous les fertilisez. Vous les fertilisez avec quoi? Avec de l'azote inorganique, qui est facile à prélever par les plantes. Et du coup, ben, la plante, si vous me permettez cette formulation finaliste, n'a plus besoin de ces symbioses, elle est dans un environnement tellement riche en azote, pourquoi est-ce qu'elle irait euh, confier 20, 40, 60% de ses sucres à des bactéries pour avoir quelque chose qu'elle peut prendre par elle-même? On voit bien que là, ça ne tient plus. En réalité, il faudrait le dire correctement, qui est que la surabondance d'azote à l'intérieur de la plante amène à une transformation de l'interaction plante-rhizobium, avec en fonction des espèces, en fonction même de la génétique à l'intérieur de l'espèce, des conséquences différentes, qui peut être l'élimination des rhizobiums par les plantes, qui du coup, d'un coup, ne les reconnaissent plus comme des symbiontes, mais comme des parasites et les éliminent à grands coups de système immunitaire, ou simplement, dans l'autre sens, à une transformation du rhizobium qui ne reçoit plus de sucre en un parasite, qui va du coup, lui, cette fois-ci, se mettre dans un état un peu enfin, sécréter des enzymes pour capter des sucres, pour détruire des parois, se comporter comme se comporterait un parasite. Donc en fait, ici, l'ajout de NO3 de nitrate déstabilise l'interaction mutualiste pour en faire
une interaction, sinon de compétition ou de parasitisme, au moins quelque chose qui n'est plus une interaction à bénéfice réciproque. Et c'est quelque chose qu'on voit bien quand on compare des milieux fertilisés et des milieux non fertilisés. Plus vous avez de fertilisation, moins les légumineuses, pardon, les fabacées, présentent des nodosités, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer de l'eutrophisation générale des sols par dépôt d'aérosols azotés. Voilà. Donc ce qui est très important à retenir ici, c'est le fait qu'une interaction n'est pas figée dans le temps et dans l'espace, elle dépend des conditions de l'environnement et des partenaires. Alors à ce stade, il faut quand même qu'on pose une petite question, qui est comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut comparer finalement coopération et compétition, tout ce qu'on vient de dire dans la nature et dans les sociétés humaines. Alors c'est faisable, mais il faut faire quelques précautions, parce que quand on est au sein des sociétés humaines, entre des individus, on parle d'individus qui ont des choix, qui présentent une sorte de libre arbitre d'intentionnalité, de morale aussi, ne l'oublions pas, versus des choses que j'ai présentées qui étaient peut-être un peu abstraites juste avant, qui sont des phénomènes éco-évolutifs qui ont lieu à l'échelle de populations, à l'échelle d'espèces, alors même si bien sûr il y a des effets individuels, tout ce qui est sélection, on n'est plus du tout à l'échelle d'individus, on est à l'échelle des populations. Donc au final, il faut faire un petit peu attention quand on compare les deux, quand on essaye de déduire des choses de l'une et de l'autre, c'est que les processus dont on parle sont pas du tout les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comparer, hein. Il y a bien sûr une espèce de zone grise où on peut dire des tas de choses intéressantes, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Voilà. Donc, pour résumer ce que je disais juste avant, les interactions, le type d'interaction dépend de l'environnement, dépend de combien de partenaires sont là, de l'abondance des ressources et des stress environnementaux. Ce qui, dans le cas d'un environnement qui change, eh ben, pose des questions intéressantes parce qu'on est confronté à un changement climatique de plus en plus sensible et à une érosion de la biodiversité de plus en plus catastrophique, avec ici les principaux euh, mécanismes responsables de l'une et de l'autre. Il y en a d'ailleurs, c'est les mêmes, hein. Vous noterez que destruction des écosystèmes naturels apparaît sur les deux tableaux. Ça veut dire que ces perturbations viennent, par le biais des interactions, perturber le fonctionnement des écosystèmes. Alors, avant de voir ce que ça nous apprend, voyons si effectivement, comme on l'entend souvent, dans les systèmes perturbés, le mutualisme est le plus présent. Déjà, il faut essayer de voir comment, en fait, les changements environnementaux transforment ces interactions. La première des choses, c'est que les transformations, les changements peuvent se faire dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu et assez intuitif, c'est les déplacements de niche. Alors là, j'ai pris un oiseau, j'aurais pu prendre des plantes aussi, mais j'ai pas des aussi jolies cartes. Si vous prenez un livre publié en 1980 et un livre publié en 2018, donc ça veut dire que les données sont antérieures à chaque fois, et que vous comparez la distribution, alors pardon, le deuxième c'est Wiki, hein, c'est pas un livre. Si vous comparez les aires de répartition avant-après, pour ce petit échassier qui est l'aigrette garzette, là qu'on reconnaît à ses pattes jaunes, voilà la distribution en France dans les années 80, c'est globalement une moitié sud. Eh bien, il y a 2 ans, on a eu le premier couple nicheur en Lorraine, et vous voyez qu'elle a depuis un certain temps atteint le, presque les Highlands, hein, en Angleterre. C'est-à-dire si on vient superposer sur la carte antérieure la limite de distribution de 2018, vous voyez que ça fait une remontée vers le nord qui va de 200 à 500 km en fonction des zones, en l'espace du coup de 40 ans. Donc voilà à quel point les niches peuvent bouger, entraîner des déplacements géographiques des espèces avec le changement climatique. L'autre changement, il est bien sûr dans le temps, et ça on en a des tas d'exemples, hein. Il y a des jolies courbes maintenant sur les dates des vendanges, ici depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Je crois que ça se passe de commentaires. On voit très bien qu'on a gagné, enfin on a avancé de presque un mois, on a avancé d'un mois, hein, la date moyenne des vendanges en un demi-siècle. Alors ça va avoir des conséquences assez dramatiques, joliment illustrées d'ailleurs sur cette figure.
Donc voici un état à gauche avant changement climatique, où vous avez un insecte vert en interaction avec une plante verte et un insecte orange en interaction avec une plante orange. Ça, c'est l'état antérieur. Le changement climatique arrive. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer qu'il y ait des plantes qui réagissent de façon plus précoce, parce que leur fonctionnement dépend de la température et qu'il fait chaud plus tôt, et des insectes qui, eux, ou d'autres animaux, aient un comportement qui change moins, par exemple s'il est calé sur la durée du jour. Ça peut amener au fait que ben, soit en fait les deux sont plus précoces et l'interaction est maintenue, ça ce sera le symbole O là sur les schémas, soit en revanche ben, la plante est devenue plus précoce, mais l'insecte est resté, et dans ce cas-là l'interaction ne peut plus avoir lieu, donc on perd l'interaction. Ça c'est un décalage, on dit phénologique, c'est-à-dire dans le timing des événements, dans les cycles de vie des organismes. Ça c'est le décalage dans le temps. Maintenant le décalage dans l'espace. Eh bien si la plante répond plus lentement que l'insecte, ou inversement, eh ben, on peut se retrouver avec des zones entières où la plante n'a plus son pollinisateur, où le pollinisateur n'a plus sa plante historique. Et dans ce cas-là, on perd toutes les interactions, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre qui bouge. Si les deux ne bougent pas ensemble, c'est terminé. Donc là, ça a l'air assez dramatique. Heureusement, l'effet cocktail est est plus imprévisible. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement, mais il y a des scénarios qui sont moins dramatiques que ça. Si on combine les deux, on peut avoir des pertes complètes, mais on peut aussi avoir une restructuration des interactions avec apparition de nouvelles interactions où cette fois-ci l'insecte qui était initialement en vert a bougé géographiquement, mais retrouve dans sa zone d'arrivée une des plantes qui, elle, n'était pas fleurie avant quand l'insecte était là, mais elle n'a pas changé son timing de floraison. Donc on a une nouvelle interaction qui apparaît. Donc potentiellement, même si ce changement climatique, ces perturbations environnementales viennent mettre le bazar et déstructurer les réseaux d'interaction, il y a quand même des chances, ce qu'on appellerait une résilience écologique face à ces changements, que les réseaux ne s'effondrent pas, mais se restructurent en partie euh, du fait de ces interactions. Alors ça, j'adorerais aller dans le détail, mais nous n'aurons pas le temps dans le temps imparti du webinaire. Deux remarques là-dessus. La première, et ça c'est un truc que je sais être cher à Marc-André Sellos, c'est qu'on peut penser les mutualismes en termes d'une dépendance mutuelle. Vous l'avez vu avec les illustrations juste avant, et on l'imagine encore mieux avec ces deux dames en train de pratiquer le yoga. S'il y en a une qui lâche, l'autre tombe. Et si on a une symbiose, c'est-à-dire un mutualisme obligatoire, si l'un des deux partenaires vient à ne plus trouver les conditions favorables de son environnement, eh bien ce sont les deux qui disparaissent. C'est le cas des coraux. S'il fait trop chaud, les algues meurent. Si les algues ne sont plus là, les coraux ben, meurent aussi, se dessèchent, blanchissent, parce qu'ils n'ont plus leur source d'alimentation. Donc c'est intéressant, je trouve, de penser aussi le mutualisme en termes de dépendance mutuelle. Et puis, ben, il y a aussi ces conditions de résilience, c'est-à-dire que les interactions, c'est ce qui fait le fonctionnement des écosystèmes, et c'est ces interactions qui font qu'une résilience écologique est possible. Celles et ceux qui étaient à la très très jolie session extraordinaire dans les Pyrénées-Orientales se rappellent peut-être de ce joli paysage à force aréale de reprise de la végétation après l'incendie. Eh bien, c'est un témoignage assez habituel hein, de la résilience de ces écosystèmes. Les interactions entre les organismes sont garantes d'une certaine résistance aux perturbations. Pour l'illustrer, je ne résiste pas à vous montrer cette illustration qui vient d'un ouvrage sur l'agroécologie de Miguel Altieri. Miguel Altieri, c'est un scientifique d'Amérique, je ne sais plus si d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, qui est considéré comme un des pionniers mondiaux de l'agroécologie. Il a énormément publié. Et dans un de ses ouvrages, il présente ici deux prairies photographiées en Colombie juste après une sécheresse caniculaire un petit peu durable. À gauche, vous avez une prairie semée, ce qui serait l'équivalent d'une prairie à l'olium, hein, chez nous, une prairie à raigra ou une prairie à sainfoin avec une seule espèce dominante et pas grand-chose autour. Et puis vous avez à droite une prairie en agroforesterie. Donc on a même les bovins ici
sur l'image. Eh bien, dans le cas de gauche, on voit très bien que la vague de chaleur n'a pas fait de cadeau à la seule plante qui était présente ou qui était largement dominante, tandis qu'à droite, en fait, les réseaux, les racines des arbres plus profondément ancrées permettent une certaine capillarité qui permet à l'eau de remonter vers les horizons supérieurs du sol. Et puis, comme on a un couvert végétal diversifié, dans le lot, il y a forcément des plantes qui résistent mieux que d'autres à un épisode caniculaire. Et celle-là continue de faire de l'ombre, donc limite l'exposition du sol, l'assèchement du sol. Même s'il y a bien sûr évapotranspiration toujours, hein, et même davantage que dans le système de gauche, on ne peut pas argumenter avec le résultat. Il y en a un des deux, hein, on a 5 km d'écart entre les deux. Il y en a un des deux qui a nettement mieux vécu la canicule que l'autre. Donc le fait que ici, ces interactions, cette diversité est garante de ces propriétés de résilience. Mais qu'est-ce qui se passe dans, du coup, des environnements appauvris? Parce qu'au final, ce que font ces perturbations environnementales, c'est on le voit toutes et tous sur le terrain, c'est d'affaiblir, pas d'affaiblir, mais de réduire, d'appauvrir les communautés. Pour ça, je trouve qu'il y a cette étude qui est très jolie, qui est un petit peu vieille, certes, sur les communautés de bourdons dans les parcs urbains de la ville de San Francisco. Le contexte est celui-ci, c'est que dans l'urbanisation, en artificialisant les sols, en éliminant la végétation indigène, amène à une raréfaction et à une discontinuité des habitats pour les bourdons, ce qui amène à une perte de diversité, on perd des espèces, et une perte d'abondance, les espèces sont là, mais il y a de moins en moins d'individus. On arrive à des communautés appauvries et déséquilibrées. Dans ces parcs, donc vous voyez sur la carte ici, ils ont 18 parcs dans lesquels ils ont été faire leur relevé de bourdons. Ils trouvent principalement 4 espèces, pas que, hein, il y en a une dizaine en tout, mais le plus abondant, c'est ce Bombus vosnesenski, et puis 3 autres relativement abondants, Bombus californicus, Bombus sitkensis, Bombus melanopigus. Les chercheurs, après avoir noté la présence et l'abondance de ces bourdons, ont essayé de corréler présence et abondance à des valeurs, à des variables environnementales. Ils ont regardé l'abondance d'habitats semi-naturels autour, la matrice des parcs, c'est-à-dire la connexion entre les parcs, si les parcs sont proches les uns des autres ou éloignés les uns des autres, l'abondance des trous de campagnols, j'y viens dans un tout petit moment, ça peut paraître étrange ici, mais c'est très très pertinent, l'altitude, l'âge du parc, et puis le dernier, on va y arriver après. Ils ont fait cette étude, ils ont répété leurs mesures en deux années de suite, 2003-2004. Et les deux quantités qui sont systématiquement significatives, c'est-à-dire qui expliquent une partie, une bonne partie de la variation dans les données, c'est la connexion, la connectivité entre les parcs. Ça, c'est pas du tout une surprise pour nous. Et l'abondance des trous de campagnols. Pourquoi? Parce que ces bourdons, qui sont souvent semi-sociaux, utilisent comme terrier des trous de campagnols déjà creusés. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont creuser, mais ils vont aller s'installer dans les galeries abandonnées de campagnols. Donc finalement, ici, on est en train de dire quoi? Que l'abondance des bourdons, elle est liée à la qualité du milieu et à l'abondance de leur site de nidification, ce qui n'est normalement absolument pas une surprise. Dans un habitat protégé, on l'a tellement bien vu avec cette prairie anti-RH là, qui grouillait d'insectes, que la qualité du milieu, elle est garante de communautés préservées. Ce qui est beaucoup plus surprenant et intéressant ici, c'est que l'abondance et la richesse, pardon, la richesse de ces communautés de bourdons, elle est négativement corrélée à l'abondance de l'un d'entre eux, le Bombus vosnesenski. On a ici le graphique, vous avez la richesse, le nombre d'espèces de bourdons ici en échelle log à gauche, et l'abondance de ce bourdon en abscisse. Vous voyez les 2 années, 2003-2004, une relation négative entre les deux. Donc la diversité des bourdons est négativement impactée par la présence de ce Bombus vosnesenski. Ça veut dire que dans les communautés appauvries, comme on l'a vu ici, l'abondance des espèces est dictée par celle du compétiteur dominant. Et ça, c'est entre guillemets, une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que dans les communautés qui sont déjà sous l'effet du changement climatique, loin de voir davantage s'exprimer les mutualismes, ce qui peut arriver, en fait, on voit que les communautés sont davantage soumises et structurées par les processus de compétition. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Le mécanisme, il est très simple, c'est que ce Bombus vosnesenski, il est plus précoce que les autres, donc il arrive plus tôt, et donc il occupe autant qu'il peut, autant qu'il y en a de disponibles, les terriers de campagnols. Et ceux qui arrivent après, ils se mettent où ils peuvent.
Et puis ben, les derniers, soit ils disparaissent, soit ils trouvent un milieu alternatif, comme le Bombus melanopigus, là, qui va coloniser les nids de corvidés en haut des arbres. Donc voilà l'explication de ce truc-là. Donc pour résumer, les changements globaux perturbent les écosystèmes et particulièrement les mutualismes. Pourtant, les mutualismes jouent un rôle important dans la résilience écologique, mais malheureusement, il y a davantage de compétition dans les écosystèmes perturbés. Alors que faire à partir de là? Quand on a identifié tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la première chose, on peut dire que protéger la nature, ça va marcher pour se donner des meilleures chances d'adaptation face au changement climatique. A priori, si on conserve des communautés plus riches, eh ben, on garde plusieurs cordes à notre arc et on devrait pouvoir en bénéficier. L'autre chose, c'est que on pourrait jouer sur l'environnement, transformer notre environnement social, économique. Vous voyez que là, j'ai dévié déjà, hein, j'essaye de transposer un petit peu, pour le rendre plus propice à la coopération. Et pour ça, et ce sera la dernière chose dont je voudrais vous parler, ben, il faut se poser la question de comment elle apparaît, en fait, cette compétition. Puisque aller chercher dans la nature des choses morales, des raisons morales, des raisons d'éthique, ça paraît discutable. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher des processus? Des processus qui, eux, ne sont pas connotés, qui sont mécanistes. Donc là, il y aurait énormément de choses à dire hein, sur l'apparition de l'altruisme et de la compétition. On a d'abord pensé, avec la théorie du gène égoïste, qu'il fallait que ce soit entre individus apparentés. Au final, il se trouve que ce n'est pas forcément le cas. Le seul résultat que je veux vous présenter, c'est celui des chauves-souris vampires d'Amérique du Sud. Pour ça, j'ai besoin d'introduire un petit dilemme qui vient de l'économie, de la théorie des jeux, qui s'appelle le dilemme des prisonniers. Je ne sais pas si vous connaissez ce dilemme. On a deux prisonniers qui viennent de commettre un casse. Ils se font attraper par la police, mais la police n'a pas de preuves. Elle a besoin qu'ils avouent pour les condamner. Donc chaque prisonnier, ils sont capturés, on les interroge et on les interroge séparément. Ils ne peuvent pas se parler. Et on leur donne deux choix. Soit se taire, soit dénoncer l'autre. Donc le prisonnier 1 a deux choix, le prisonnier 2 a deux choix. Et on va comme ça remplir la grille. Et on leur dit, on dit au premier, si toi tu te tais, mais et que ton copain se tait aussi, qu'on n'a pas de preuve contre vous, on vous enferme 6 mois tous les deux et on est obligé de vous laisser sortir. En revanche, si toi tu te tais, mais que ton copain te dénonce, toi tu prends 10 ans, mais ton copain sera libéré. Si toi tu dénonces ton copain, mais que ton copain se tait, donc que tu le balances, quoi, toi on te libère directement et c'est lui qui prend 10 ans. Et si vous vous dénoncez mutuellement, bah, on aura des preuves. Donc finalement, vous prenez 5 ans tous les deux. Alors que faire? Que va faire un prisonnier rationnel dans ce cas-là? Il a deux choix, son copain a deux choix. Si son copain se tait, il prend soit 6 mois, soit 10 ans. Bah, il vaut mieux qu'il prenne. Pardon. Si son copain se tait, soit il prend 6 mois, soit il est libéré. Bah, il vaut mieux qu'il soit libéré. Si son copain le dénonce, il prend soit 10 ans, soit 5 ans. Bah, il vaut mieux qu'il prenne 5 ans. Donc, quoi que fasse son copain, lui, il a intérêt à le dénoncer. Et réciproquement, puisque le tableau est symétrique. Donc, dans le cas d'un choix égoïste, mais rationnel d'un seul des deux joueurs de ce jeu fictif, on a intérêt à dénoncer l'autre. Sauf que donc on a intérêt à être on va se retrouver en fait dans cette situation-là où les deux sont perdants de 5 ans. Sauf que nous, on sait, comme on a la vision globale, qu'il y a une solution meilleure qui serait de prendre que 6 mois chacun en se taisant tous les deux. Mais comme ils ne peuvent pas communiquer, s'ils ne se sont pas mis d'accord avant, en réalité, ils tomberont inéluctablement dans la deuxième. Donc tout ça, je vous passe les détails, ça se quantifie, on peut faire des maths, on peut faire des modèles, et on peut se rendre compte que pour faire émerger une coopération réciproque, ici un altruisme réciproque, il nous faut deux choses. Il faut, alors attendez, c'est dans quel sens? On sait que si par exemple la tentation de tricher va être supérieure largement au coût de la coopération, on va tomber dans la tricherie. Et on sait que si la punition est plus forte que le coût de la duperie, on va aussi tomber dans la tricherie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour... Je vais à la conclusion trop vite, excusez-moi. On a donc l'impression que dans ce genre de cas, si on garde
ces proportions, cette punition, cette tentation, cette coopération, ce coût-là du prix, on va inexorablement tomber dans un système où il ne peut pas y avoir de coopération. La coopération, en fait, elle ne peut apparaître que si le jeu est répété. Si le jeu est répété, là, ce qu'on fait, on demande à l'ordinateur de simuler deux joueurs à qui on a rentré ces coordonnées-là, et on les fait jouer autant de fois qu'il faut. Les générations, là, c'est le nombre de fois où ils jouent. Et on regarde ben, leur stratégie. Il y en a qui vont tricher tout le temps, il y en a qui vont coopérer tout le temps, il y en a qui vont faire d'autres choses. Donc il y a des stratégies perdantes, vous voyez, c'est toutes celles qui ne se répandent pas dans la population, et puis il y en a qui sont gagnantes, c'est-à-dire qui permettent aux deux joueurs de continuer de jouer dans la population. Celles qui permettent de jouer, c'est ce qu'on appelle les stratégies tit for tat, c'est-à-dire au premier coup on coopère, et puis derrière on copie ce qu'a fait l'autre. Donc si on coopère après l'autre triche, ben on triche une fois, puis si après il coopère, on coopère, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la stratégie donnant-donnant, tit for tat. Ça, est-ce que ça permet d'expliquer l'altruisme réciproque? Il y a un très bel exemple qui est justement celui de ces chauves-souris vampires en Amazonie. Donc c'est des petites chauves-souris qui, voilà, vous avez l'échelle ici sur un bovin qui viennent prendre un petit peu de sang là, dans les artères du cou. Et ça a été bien étudié. Parce que chez ces chauves-souris, il y a un phénomène super intéressant d'échange de sang. C'est-à-dire que si une des chauves-souris n'a pas réussi à se nourrir une nuit, on se rend compte que les autres viennent lui régurgiter une partie du sang qu'elles ont gagné. Et ça a été expliqué de la façon suivante, c'est que pour ces petites chauves-souris vampires, si elles restent 60 heures sans ingérer du sang, elles meurent. 60 heures, c'est pas beaucoup, hein, c'est à peine plus que 2 jours. Et donc la courbe de leur énergie en fonction de ce qu'elles ont pu ingérée comme sang, elle est ici concave. C'est-à-dire que pour une chauve-souris qui se nourrit régulièrement, il n'y a aucun problème. Mais que plus tard elle attend pour se nourrir, en réalité, plus elle a perdu de son énergie et donc de son temps. Inversement, une chauve-souris qui vient de se nourrir, si elle régurgite un tout petit peu de sang, elle, ben, elle perd pas grand-chose. Elle perd, vous voyez, allez quoi, 3 heures de durée de vie, d'espérance de vie. En revanche, si on reporte ce poids perdu ici en poids gagné par la chauve-souris à qui elle le redonne, l'équivalent du fait de la concavité de la courbe en temps gagné par la chauve-souris qui reçoit, c'est plus les 3 petites heures qu'on a perdues chez l'une. C'est quelque chose de largement plus grand. C'est, allez, 22 heures, quasiment. C'est presque une journée d'espérance de vie de gagné. Donc là, on se retrouve chez ces chauves-souris dans un système où le coût de la coopération, qui est un coût vital, hein, on parle d'espérance de vie, est tout petit comparé aux gains procurés par cette coopération. Et si il y a une stratégie de tit for tat, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'une fait quelque chose, l'autre fait la même chose derrière, eh bien on se retrouve avec une apparition de la coopération entre individus non apparentés. Donc ça, c'est super intéressant. Il est un peu tard, je suis désolé, j'ai un peu traîné. Pour conclure, en 2 temps, d'abord sur la biologie, puis plus généralement, donc on a vu qu'il y avait plein de formes de compétition et de mutualisme, qu'elles déterminaient en partie l'écologie des espèces et qu'elles sont moteurs dans la diversification du vivant, qu'elles dépendent des conditions de l'environnement, que les changements globaux vont perturber le fonctionnement des écosystèmes en perturbant ces interactions, mais que les mutualismes, qui sont des facteurs importants pour la résilience écologique, sont particulièrement menacés, qu'il y a davantage de compétition dans les systèmes perturbés. Qu'il faut être un minimum prudent quand on compare coopération et compétition dans la nature et dans les sociétés humaines. Que dans la nature, la compétition est forte dans les environnements pauvres en ressources au regard du nombre de compétiteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait adapter aussi dans nos sociétés. Que dans la nature, la coopération régulière émerge quand le gain reçu par le receveur est très supérieur au coût engagé par le donneur. Ça, pareil, pour réfléchir nos systèmes de coopération, c'est super important. Et qu'il est possible, du coup, en modifiant notre environnement, de favoriser l'un ou l'autre. Donc ça, je pense que c'est des conclusions qui sont largement adaptables, qui sont issues de l'observation de la nature et qui sont euh, sans risque adaptables dans nos sociétés et sans également un fardeau moral supportable ou non dans l'un ou l'autre sens. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je finis avec cette jolie image qui vient des Pays-Bas, d'un troupeau d'oies, un troupeau mixte, puisque vous avez ici à la fois de l'oie rieuse et de la bernache nonnette.
et de ce lièvre en fait qui profite de la présence des oies pour qui elles ne laisseront pas approcher un renard. Donc on voit souvent des lièvres au milieu de ces troupeaux d'oies parce que ça leur permet d'avoir une détection précoce des prédateurs et de s'enfuir. Voilà. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.